Tu es donc politiste, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-la-Sorbonne. Chercheur aussi au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, très important. Et tu diriges dans cette université le parcours ingénierie de la concertation, qui est un sujet qui nous tient à cœur, qui sera de plus en plus central dans les processus démocratiques. Donc ce sujet de l'ingénierie de la concertation dans ce master professionnel affaires publiques, très intéressant. Donc petit conseil, les mastériens ont toujours besoin de périodes longues de stage. Donc il y a un vivier extrêmement intéressant pour les conseils de développement sur des sujets un petit peu pointus. Tu diriges également la revue Participation, c'est toujours le cas. Et tu présides depuis sa création en 2008, je crois, le conseil scientifique du groupement d'intérêt scientifique Participation du public, décision, démocratie participative, que tu avais créé avec Jean-Michel Fourniot. Alors ce que tu enseignes, c'est l'histoire comparée de la représentation politique, très intéressant, l'opinion et l'élection, la gouvernance démocratique, la sociologie de la démocratie, parce que c'est un grand mot, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et tu as été, on l'avait d'ailleurs mise en ligne, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de la regarder, on pourra avoir un retour sur cette affaire, une très belle conférence dans le cadre de Nuit debout, qui était tout à fait intéressante. Alors je vais m'abstenir de relater ta bibliographie, parce que voilà, il est déjà très tard. Et maintenant, je te laisse la parole pour nous aider à réinventer la démocratie avec ces nouveaux porteurs de la concertation que sont, nous, les conseils de développement. D'accord. Merci Dominique, merci pour cette invitation. Je crois que c'est la première fois que j'interviens. Je pense que Jean Frébault m'avait fait déjà intervenir il y a quelques années sur un point particulier, mais pas en tant qu'intervenant, conférencier devant les conseils de développement. Alors, je ne suis pas un spécialiste des conseils de développement, donc je ne vais pas pouvoir centrer mon intervention sur cette problématique-là, mais je vais évoquer à plusieurs moments, et un moment particulier de mon intervention, ce cas des conseils de développement comme un cas représentatif finalement d'un certain nombre de problèmes posés aujourd'hui à ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors je vais partir en deux temps. Je vais ouvrir la focale dans un second temps, mais dans un premier temps, je vais traiter de cette question de ce que l'on appelle aujourd'hui la démocratie participative, d'essayer d'en faire un bilan aujourd'hui, ici et maintenant, de ce qu'elle promet et de ce qu'elle ne parvient pas à tenir comme promesse et de ce qu'elle déçoit d'un certain point de vue. Et je pense qu'essayer de comprendre pourquoi elle déçoit, qu'est-ce qui lui manque pour que cette démocratie participative soit beaucoup plus vivante, fera l'objet de la fin de cette première partie. Et dans un second temps, je vais replacer cette question dans une perspective beaucoup plus générale, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter de la démocratie participative sans prendre en compte ce qui est en train de nous arriver à une vitesse absolument phénoménale, qui est une crise démocratique majeure et dont nous voyons plus que les prémices, c'est-à-dire aujourd'hui les premiers développements. Et je vais essayer de reproblématiser la question de la participation citoyenne sous l'angle de cette crise générale de laquelle elle ne peut pas être distincte. Alors la démocratie participative, d'abord une première définition de travail, moi je considère qu'elle renvoie à toutes les modalités d'association des citoyens au processus de décision. Alors, association plus ou moins directe des citoyens au processus de décision, c'est ce qu'on pourrait appeler la démocratie participative institutionnalisée. C'est celle qui se met en place à l'initiative des représentants, à l'initiative des élus. Et je pense qu'il ne faut plus ou pas parler de démocratie participative, ou en tout cas il faut utiliser un autre terme, lorsque l'on s'intéresse aux innovations démocratiques, aux demandes et aux réalisations de démocratie qui se produisent à l'initiative des citoyens et qui aujourd'hui constituent un autre champ d'expérimentation qui est souvent en porte-à-faux ou en opposition avec le champ de la démocratie participative institutionnalisée. Alors cette démocratie participative, une fois définie, on peut la problématiser autour d'un paradoxe, c'est qu'effectivement il y a une évidence de cette démocratie participative. Elle apparaît aujourd'hui à un nombre croissant d'acteurs comme une évidence absolue, et en même temps elle ne produit presque rien.
en matière de décision, de changement dans nos modes d'organisation, dans nos modes de décision. Il faut avoir un bilan extrêmement critique de ce qu'ont produit les 20 dernières années, puisque, grosso modo, ça fait une vingtaine d'années que cette thématique et qu'un certain nombre d'outils réglementaires ou non réglementaires sont venus nourrir cette catégorie de démocratie participative. Alors, une évidence absolue, les sociétés ont changé, les citoyens ont changé, sont devenus de plus en plus exigeants, sont, lorsqu'ils sont concernés, de plus en plus informés, avec des niveaux d'expertise sur un certain nombre de dossiers qui sont souvent comparables à ceux des autorités en charge, à ceux, quelquefois même, des experts officiels, des techniciens, mais a fortiori à une expertise concurrente et à hauteur de celle des élus. Donc vous avez finalement, je dirais pas une professionnalisation, mais une montée en compétence des citoyens avec laquelle il faut évidemment gouverner quand même. C'est-à-dire il faut finalement faire avec ce changement sociologique assez fondamental. Alors, il y a ce premier point. Et puis le deuxième point, mais j'y reviendrai plutôt dans la seconde partie, il y a une élévation du niveau de défiance à l'égard des autorités politiques, à l'égard de toutes les formes d'autorité par ailleurs. On n'y croit plus, d'un certain point de vue. La légitimité ne naît plus automatiquement de l'élection, comme ça pouvait l'être autrefois. C'est-à-dire, il ne suffit plus qu'une autorité élue se prononce pour que les citoyens considèrent que ce qu'elle prévoit, que ce qu'elle affirme soit légitime. Et donc nous avons effectivement aussi affaire avec ce paramètre. Une évidence. Une évidence qui évidemment apparaît au regard de ce qu'est l'idéal démocratique lui-même. L'idéal démocratique tel qu'on peut le définir très rapidement, c'est un idéal d'égale possibilité d'influence des citoyens sur la décision. Moi, c'est la définition de la démocratie que je me donne. C'est une définition relativement robuste, relativement simple, égale possibilité d'influence des citoyens sur la décision. Ça tombe bien, la définition que donnaient les Athéniens de la démocratie. Elle se traduisait dans deux principes qui étaient constamment réaffirmés au 5e siècle à Athènes, principe d'iségoria, c'est-à-dire égale possibilité pour chaque citoyen de prendre la parole à l'Assemblée et donc de proposer une loi, de discuter la loi, et puis l'idéal d'isonomie, c'est-à-dire d'égalité devant la loi. Aucun citoyen n'est privilégié au regard de la loi. Donc ces deux principes, finalement, ils sont très simples, ils renvoient à l'idée d'une forme d'égalité politique que, évidemment, les Athéniens, et c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui, ne respectaient pas jusqu'au bout, puisqu'il y avait évidemment des exclusions massives et majeures à la citoyenneté. Donc ce principe-là, finalement, il implique que les citoyens puissent participer au processus de décision dans l'intervalle entre les élections. L'une des forces du système représentatif tel que nous le concevons depuis plus de 2 siècles maintenant, c'est d'avoir laissé penser que la souveraineté populaire pouvait s'exercer exclusivement au travers de l'élection, que cela suffisait pour que nous soyons en démocratie. Alors même, je vous le rappelle, que les inventeurs de ce modèle, je le rappelle systématiquement maintenant, à chaque fois que je traite de cette question, haïssaient la démocratie. Les pères fondateurs de ce qu'ils appelaient le gouvernement représentatif, qu'ils n'ont pas toujours appelé démocratie, haïssaient la démocratie. Ils refusaient un régime. Alors je parle en France de Sieyès, par exemple, qui a écrit en tout ou partie 3 de nos constitutions. Je pense aux pères fondateurs de la Constitution américaine, Madison, Adams et d'autres. Ces gens-là n'ont cessé de dire qu'ils ne voulaient pas de la démocratie pour différentes raisons. Première raison, les citoyens ne sont pas suffisamment compétents pour se gouverner eux-mêmes. Ça, c'est un lieu commun qui était complètement admis par chacun à cette époque. Deuxième élément, matériellement, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est le seul argument qui empêche
d'approfondir finalement la démocratie directe, mais c'est un argument qui est relativement secondaire par rapport au premier. Et puis un troisième argument très fort, bien développé par Sieyès, qui est de dire, en fait, les citoyens, leur vocation, ça n'est pas de participer en permanence aux affaires publiques. Dans les nations modernes, il n'y a plus d'esclaves qui font le boulot à leur place, et donc il faut qu'il y ait des agents spécialisés dans la gestion de ces affaires publiques pour que les autres puissent se consacrer à des tâches importantes que sont la production essentiellement et la sphère privée. Donc il y avait une vision assez précise de ce que devait être la division du travail politique dans les sociétés contemporaines. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être vraiment bien connues aujourd'hui, et je commence à m'en vouloir de les rappeler, mais je crois qu'il faut toujours les rappeler. Donc, ce gouvernement représentatif, qui se voulait une alternative à la démocratie et à l'absolutisme monarchique, il n'a commencé à s'appeler démocratie que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et il y a eu un tournant absolument capital, qui est le tournant de 1848, et qui a été remarquablement décrit par un de mes jeunes collègues qui a soutenu sa thèse il y a quelques années, qui s'appelle Samuel Hayat, et je vous renvoie à son livre absolument magistral, dans lequel il nous a montré que en 1848, la République a connu un tournant absolument décisif, à partir de la reconnaissance du suffrage universel de mars, du décret de mars 1848, à travers une opposition frontale entre un certain nombre d'acteurs et une position qui considérait que l'élection au suffrage universel suffisait à faire exister la souveraineté du peuple. Et donc c'était un camp de républicains plutôt conservateurs. Et puis, une autre position, affirmée notamment dans les clubs, dans une partie du mouvement ouvrier, consistait à dire que ça ne suffisait pas, et que les citoyens devaient pouvoir s'exprimer, devaient pouvoir disposer d'institutions leur permettant d'exercer leur souveraineté dans l'intervalle entre les élections. Vous le savez, et ils demandaient la République démocratique et sociale, et pas la République toute seule. Et ils exigeaient aussi que les travailleurs puissent participer à la décision en matière économique. Ils avaient une vision maximaliste de la démocratie. Vous connaissez tous cette histoire. Il y a eu les événements de juin, les émeutes de juin, et le second camp a été totalement marginalisé, cassé, et c'est une vision conservatrice de la République qui s'est imposée, c'est une vision minimaliste de la démocratie qui s'est imposée avec elle. C'est-à-dire une vision dans laquelle le citoyen, finalement, quitte sa condition de citoyen dans l'intervalle entre les élections. C'est-à-dire il ne lui revient plus ni de discuter, ni de participer, a fortiori, à la production des choix collectifs. Donc vous avez, et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on a commencé à parler de démocratie représentative, c'est-à-dire d'associer deux termes qui, à l'origine, n'avaient strictement rien à voir, qui étaient dans une position complètement contradictoire. Puisque l'idée qui est derrière l'idée de la représentation, c'est l'idée qu'il y a des citoyens plus compétents, plus sages, à la fois plus compétents et plus sages, pour pouvoir définir ce que devrait être l'intérêt général et l'intérêt de la collectivité. Donc c'est de cette histoire que nous avons hérité, c'est cette histoire qui continue à, non pas nous hanter, qui continue effectivement à guider nos représentations de la représentation politique, de la légitimité et voire même de la démocratie. Alors une fois fait ce détour historique, on peut revenir à ce que peut apporter dans ce schéma-là l'idée de démocratie participative. Elle peut apporter deux choses. La première, en contradiction avec l'idée d'une démocratie exclusivement limitée à l'élection, c'est de dire qu'il est de l'intérêt des gouvernants eux-mêmes, il est de l'intérêt du système lui-même que les citoyens participent. L'indifférence citoyenne est finalement le danger numéro un qui guette les démocraties. Tocqueville l'a formulé d'une manière absolument magistrale. Quand les citoyens se replient sur leur sphère privée,
sur leurs petites affaires, sur leurs petites familles, il y a toute chance que des formes de despotisme doux, dit-il, s'imposent et gouvernent à leur place et leur ôtent même la capacité de penser, dit-il. C'est un peu ce qui est en train d'arriver et ce qui nous guette depuis quelques décennies dans des sociétés qui forment des consommateurs beaucoup plus que des citoyens, qui encouragent la consommation privée, qui encouragent les intérêts individuels, qui encouragent les solutions individuelles aux problèmes collectifs, et qui a contribué très largement à des effets de dépolitisation. Je renvoie au titre d'un ouvrage très récent d'une de mes collègues, Wendy Brown, qui parle à propos du néolibéralisme de « Undoing the Demos ». Défaire le démos, c'est-à-dire comment a-t-on réussi finalement à transformer les citoyens en consommateurs. Évidemment pas tous, j'y reviendrai. Mais ça c'est un des premiers enjeux de la démocratie participative. Une démocratie a intérêt à ce que les citoyens participent, parce que sinon elle risque très rapidement de ne plus être une démocratie. Je renvoie aussi, par exemple, à ce que dit Pierre Rosanvallon sur le fait que la démocratie ne peut se concevoir que dans une combinaison entre la démocratie institutionnelle et la contre-démocratie, ce qu'il appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire un travail permanent de surveillance, de contrôle par les citoyens des dérives éventuelles des représentants. Et puis la deuxième exigence, qui est derrière l'idée de démocratie participative et qui est complètement portée par tout un ensemble de théoriciens dont je fais partie et d'acteurs, c'est l'idée qu'il y a un enjeu très fort de qualité de la décision, de légitimité, mais aussi de qualité de la décision. Pour qu'une décision soit légitime et pour qu'elle soit robuste ou rationnelle, pourrait-on dire, il faut qu'elle ait été élaborée à l'issue d'un processus au cours duquel tous ceux qui sont concernés par la décision doivent avoir pu participer. Donc on est dans un enjeu de ce que mes collègues appellent la démocratie délibérative. Ça n'est pas un enjeu de même nature que celui de la participation citoyenne à toute force. C'est un enjeu beaucoup plus qualitatif. Il faut que tous les points de vue concernés, toutes les intelligences disponibles puissent être sollicités dans ce processus. Ce processus ne peut plus ne concerner que les experts et les élus. Il faut que, alors c'est un terme qui a connu un certain succès, que l'expertise profane, il faut que tous les points de vue minoritaires aient pu se faire valoir dans l'espace de construction de la décision. C'est bien cet idéal de démocratie délibérative qui est derrière. Alors, il y a à la fois une nécessité de faire autrement, de faire de la démocratie participative compte tenu des changements politiques et sociaux que nous connaissons. Il y a un enjeu normatif, celui de retrouver un sens à la démocratie. Et puis, il y a aujourd'hui des outils. Ce qui est très frappant lorsque on travaille sur ces questions comme moi depuis assez longtemps, c'est d'avoir vu l'incroyable professionnalisation, l'incroyable sophistication des outils qui sont entre les mains de ceux qui voudraient faire de la participation. Nous avons de l'ingénierie de la participation à revendre. Nous savons comment faire. Faire participer des gens, lorsqu'on a envie de les faire participer, c'est pas du tout difficile. Il faut le vouloir. Ce qui manque, c'est pas des outils, c'est de la volonté politique. Il faut savoir quoi faire de ce que produisent les citoyens. Si vous ne savez pas quoi en faire, il vaut mieux ne pas commencer à les enrôler dans des démarches qui sont souvent riches, qui produisent souvent des choses extrêmement intéressantes. Alors ces outils, je ne vais pas tous vous les décliner, vous les connaissez. Dans cette revue que j'ai découverte ce matin, puisque Nicolas Portier, on était dans un colloque à l'Assemblée ce matin, me l'a donné, est très bien fait. Il y a référence par exemple à un petit guide, s'il en fallait qu'un, je vous le conseille, élaboré par la Fondation Nicolas Hulot, qui a fait l'inventaire de tous les dispositifs participatifs. Ça n'est plus une question de dispositifs. Tous marchent, à condition de savoir quand les utiliser, comment les utiliser et pourquoi on les utilise. Bon. Ça, c'est une conviction absolue. On ne peut plus dire on ne sait pas comment faire. Si, on sait comment faire. Ça, c'est un point capital. Donc, on a quelque chose comme une évidence. On a aussi des contraintes réglementaires aujourd'hui qui nous conduisent à faire de la participation. Je ne vous rappelle pas la Convention d'Aarhus, je ne vous rappelle pas toutes les
dispositions réglementaires qui nous y obligent. Et puis pourtant, il est évident, il est non moins évident que la démocratie participative telle que je l'ai définie à l'origine, c'est une promesse très largement non tenue. Elle est soit décevante dans la qualité même de la démarche, soit lorsque la démarche est rigoureuse, innovante, elle ne produit pas d'effet politique. La pseudo-participation domine très largement dans l'action publique locale ou nationale, c'est-à-dire une participation sans enjeu, une participation sans écoute, une participation sans véritable influence, des jeux participatifs qui se déploient avec pas mal d'hypocrisie, pas mal de, je pense, et provoquant pas mal de frustration chez les citoyens. Et puis quand il y a des expériences riches qui produisent des choses, quand il y a des collectifs qui sont mobilisés pour explorer les solutions d'un problème ou pour s'engager dans un projet, on ne prend pas en compte ce qu'ils font. Donc il y a une indifférence assez générale des élus à l'égard des démarches qu'eux-mêmes enclenchent. Donc c'est un bilan vraiment négatif. Alors il ne faut pas parler, j'y reviendrai à la fin de cette première partie, il ne faut pas parler complètement en généralité. Il y a des choses qui marchent, il y a des expériences qui, sans réussir parfaitement, parce qu'il n'y a pas d'expérience démocratie participative qui puisse être parfaitement satisfaisante. Là, pour le coup, ça c'est très clair. Il ne faut pas qu'il y ait des vainqueurs et des vaincus, des gens qui en soient complètement satisfaits et des gens qui en soient totalement insatisfaits. Il faut qu'il n'y ait que des demi-satisfaits pour que la démocratie participative... Parce que, grosso modo, elle intervient sur des enjeux autour desquels il y a des conflits forts entre les points de vue. Donc ça engendre forcément de la frustration. Mais ça peut fonctionner. Alors pourquoi voilà, on le sait. Alors il y a deux types de raisons. Il y a des raisons qui renvoient aux attitudes, aux représentations des acteurs. Ce matin, quelqu'un de France Nature Environnement parlait du niveau de maturité démocratique qui renvoie à des facteurs culturels, qui renvoie à une histoire intériorisée chez les différents protagonistes. Et puis il y a des raisons sur lesquelles je reviendrai, et là j'évoquerai les conseils de développement, des raisons plus substantielles. C'est parce que c'est extrêmement compliqué de faire de la démocratie participative. Alors les premières raisons, vous les connaissez. Les élus, dans leur immense majorité, et je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que ça change rapidement. Ça change extrêmement lentement. Les élus sont dans une vision de la participation qui est extrêmement méprisante, condescendante, dans laquelle ils continuent à penser que eux seuls détiennent l'intégralité de la légitimité. Finalement, ils le font soit par distance avec les citoyens, j'y reviendrai, soit par crainte d'être débordés par les citoyens et par réflexe obsidional, c'est-à-dire qu'ils sentent que leur légitimité est en train de se fragiliser et ils ont peur de s'exposer, de se mettre à l'épreuve, d'être mis à l'épreuve de la participation citoyenne. Quelle que soit leur position, en fait, ils sont extrêmement, en général, dubitatifs à l'égard de ces démarches et, au final, bien peu en voient l'intérêt réel. Les experts sont dans une situation identique. Pour eux, c'est un surcroît de travail, c'est une multiplication d'interlocuteurs, c'est une multiplication des réunions, c'est une complexification de leur travail, c'est une mise en danger lorsqu'ils sont contraints d'aller au front, justifier des projets face aux habitants. Donc il y a des vraies réticences aussi chez les techniciens, les experts. Il y a une vraie crainte, un mélange de crainte, de distance. Comment imaginer, par exemple, quand vous discutez avec des ingénieurs des grands corps de la fonction publique, comment pourrait-il imaginer que les citoyens soient à la hauteur de la discussion, puissent avoir des idées qu'eux n'ont pas eues?
ils ont été formés, hein, et tout notre système scolaire, j'y reviendrai, les a formés à être convaincus de leur supériorité absolue. Hein, de leur supériorité absolue. Et là, pour le coup, il y a un gouffre entre la position qu'exigeraient les démarches participatives, qui est une position d'humilité, et ce qu'est aujourd'hui l'arrogance, très spécifique, je crois, hein, et bien reconnue à l'étranger, mais à juste titre, l'arrogance de nos élites politico-administratives et économiques en France, hein, qui sont d'un niveau d'arrogance absolument sidérant, absolument phénoménal. Et à l'inverse, et c'est un des produits de notre système scolaire, à l'inverse, ceux qui ont échoué dans ce système scolaire en ont gardé une souffrance, hein, un mal-être. Et ça, par exemple, les économistes comme Yann Algan l'ont montré. La défiance qui domine en France, la défiance généralisée, horizontale et verticale, pourrait, et c'est une hypothèse très vraisemblable, être due à la brutalité de notre système scolaire, qui produit des gagnants, qui produit des perdants, qui encourage la compétition, l'individualisme à outrance, là où d'autres méthodes pédagogiques, d'autres cultures de l'enseignement produisent des personnalités qui ont beaucoup plus à voir avec ce que devrait être un modèle, un idéal de citoyenneté que ce qui existe en France. Donc on a des réticences, mais qui sont absolument phénoménales. Et puis vous avez des citoyens qui ne cessent d'être pris dans des douches écossaises où on leur dit venez participer, c'est formidable, on va discuter ensemble d'un projet de territoire, on va co-construire. Il y a des élus qui osent dire qu'il faut co-construire des projets. Qu'est-ce que c'est sinon vider le sens même des mots, de parler de co-construction, lorsqu'on sait ce que sont les espaces qui sont laissés à l'initiative et à la décision citoyenne. Il est indécent de parler de co-construction. Ça ne peut pas être accepté. Et donc vous avez des citoyens qui sont pris dans une douche écossaise permanente où on leur fait croire qu'ils vont pouvoir contribuer. Parce qu'il y a une dimension de critique, mais il y a aussi une dimension de contribution au processus de décision. Il y a une formidable ambivalence de cet idéal participatif. C'est une démocratie négative, une démocratie de contrôle, de sanction, mais c'est aussi une démocratie contributive, une démocratie de proposition, d'invention. Et puis, à qui on rappelle en permanence, plus ou moins tôt, qu'ils ne sont rien. Qu'ils ne sont rien et que ce qu'ils disent n'est pas légitime. Avec ce renvoi qui leur est fait à leur absence de représentativité. Vous n'êtes pas représentatif. Sous-entendu, nous le sommes, ce qui est de plus en plus discutable. Vous n'êtes pas représentatif, vous n'êtes rien. Et donc, grosso modo, il y a toujours un moment dans un processus de concertation où on rappelle à l'ordre de la représentation légitime, où on rappelle à l'ordre de l'élection, et les citoyens qui subissent ce contre-coup, finalement, ne peuvent pas entretenir une frustration extrême à l'égard de ces démarches et au final s'apercevoir qu'ils n'ont aucun intérêt à y gagner. Ça, c'est les raisons assez générales, la question des attitudes. Vous avez des raisons plus conséquentes encore. Il me semble, et ça je le dis depuis assez longtemps, mais j'y reviens en permanence, que la participation, il n'y a rien de plus compliqué. C'est quelque chose, c'est un exercice qui ne fait que des frustrés, qui a vocation à produire de la déception. C'est compliqué pourquoi ? Parce qu'il est compliqué, premier élément, d'atteindre un idéal de représentativité quasiment inatteignable. C'est-à-dire que l'on souhaiterait que non seulement il y ait un nombre significatif de citoyens qui participent, mais qu'en plus ils soient parfaitement représentatifs sociologiquement de la population, ce que les élus eux-mêmes ne sont pas. Je vous le signale, par ailleurs. Les élus demandent au dispositif participatif de respecter des critères qu'eux-mêmes ne respectent pas. Alors certes, il y a eu l'élection, mais en termes de sociologie, je peux vous dire qu'on en est loin. Et donc du coup, il y a toujours ce déficit de représentativité qui sert aux détracteurs de ces démarches pour les disqualifier. Or, la représentativité, c'est extrêmement compliqué.
Et c'est d'autant plus compliqué que les dossiers ou les initiatives concernent, et toutes concernent, les catégories les plus pauvres de la population. Les jeunes, etc. Nous sommes tous face à ce déficit de jeunes, de catégories populaires, de personnes d'origine étrangère dans les dispositifs participatifs. Que faire ? La question, c'est que faire ? On a deux solutions pour ça. Il y a deux solutions. C'est-à-dire que c'est à la fois un vrai problème, trois solutions. Un vrai problème, un problème majeur et un faux problème. Il y a trois solutions. La première solution, c'est de modifier les manières d'organiser la consultation, le débat. C'est d'aller vers, d'encourager des formes de contributions différentes. Il ne s'agit pas, c'est d'un ennui mortel, que de se réunir autour d'une table ou sous un schéma d'assemblée pendant plusieurs heures quand vous êtes jeune, quand vous avez plein de choses à faire, quand vous avez des enfants à garder, etc. Bon, il faut abaisser les coûts d'entrée dans la discussion. Ça, c'est parfaitement plausible. Bon. Il faut vouloir le faire. Vous pouvez recourir à d'autres techniques d'expression que la parole. Il y a effectivement une infinité de choses qui peuvent fonctionner. Vous pouvez surtout encourager la convivialité des dispositifs participatifs. Quelque chose qu'en France, nous n'avions absolument pas perçu, c'est qu'il peut y avoir une dimension de jeu, une dimension de fête, une dimension de plaisir dans la participation. Pour nous, la participation, c'est une douleur. C'est une douleur extrême pour ceux qui doivent en passer par là, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les élus, et c'est un ennui mortel pour les citoyens. Comment voulez-vous que les gens viennent ? Or, aujourd'hui, on peut imaginer, inventer des tas de formes. L'imagination, elle est là, et notamment le jeu est une ressource extrêmement puissante. Deuxième possibilité, pour faire participer le plus grand nombre, et en particulier ceux qui n'ont été ni formés, ni équipés, ni convaincus qu'ils étaient légitimes à participer, ou qu'ils y avaient un intérêt, il y a une manière très simple de les faire participer, c'est de les convaincre que ça a un intérêt pour eux. C'est-à-dire de les convaincre que de ces dispositifs de participation sortiront des changements ou des décisions qui vont les affecter. C'est le fameux schéma de la rénovation urbaine où on ne discute pas du principe de la rénovation, on ne discute même pas du plan, on discute simplement de choses complètement accessoires. Les individus ne sont pas des idiots culturels, ça a été bien démontré, ils se rendent compte très rapidement si finalement ils ont un intérêt objectif à participer. Les rares expériences qui ont fonctionné sont des expériences où ce qui était en jeu dans les démarches participatives, c'était des choses absolument essentielles. Et ça vaut pour l'ensemble des mécanismes de démocratie, y compris de la démocratie plus classique. Le référendum, quand les Français ont été convaincus de 2005 sur l'Union européenne, convaincus qu'il y avait là quelque chose d'important, qu'ils avaient la possibilité d'influencer le destin de leur pays, là ils se sont mis vraiment à s'intéresser, à se mobiliser, à discuter, à échanger politiquement. C'est aussi simple que ça, la politique. C'est pas toujours extrêmement compliqué. Donc ça, c'est un défi à relever. Or, l'immense majorité des dispositifs sont très loin de mettre en jeu des choses importantes. Puis la troisième raison, la troisième possibilité d'agir, c'est de faire en sorte que, et alors là, c'est une position de repli, que les expériences, les points de vue, les arguments de ces catégories de population soient représentés, à défaut qu'elles soient représentées physiquement. Alors c'est toujours beaucoup moins bien de ne pas avoir les gens eux-mêmes, mais d'avoir des défenseurs, d'avoir des dispositifs qui puissent parler en leur nom, ça c'est quelque chose de très important. Et en France, il me semble que nous sous-estimons le rôle des leaders.
des leaders communautaires. Des leaders, alors évidemment, nous avons une allergie à la notion même de communauté, mais ces mouvements devraient pouvoir être capables de désigner en leur sein des gens qui parleront en leur nom et qui seront suffisamment équipés et légitimes pour parler en leur nom. C'est toute la démarche, j'y reviendrai peut-être, sauf si vous me trouvez trop long, du community organizing. Toute cette démarche-là, elle dit, bon, on ne peut pas mobiliser des gens qui ont plein d'autres choses à faire que de discuter dans des préaux d'école. L'essentiel, c'est de mettre l'accent sur des leaders qui vont parler en leur nom. Alors évidemment, ça pose un problème démocratique, mais c'est peut-être aussi le seul moyen. Le deuxième problème, alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'au Conseil de développement, cette question de la représentativité, elle vous est constamment renvoyée. Cette représentativité, c'est à vous finalement de la construire, parce que ça n'est pas une donnée, la représentativité. C'est aussi un processus. Vous pouvez devenir représentatif en organisant le débat public, la discussion, etc., de façon à ce que vous soyez porteur de paroles, d'intérêts qui vous dépassent. Il y a une possibilité comme ça d'élargissement du socle de légitimité d'une institution, et vous n'êtes pas condamné, Dieu merci, à porter éternellement le fait que vous êtes, pour la plupart, surdiplômé, surintégré socialement, plutôt âgé et plutôt blanc. En général, bon, je ne veux pas être démenti, mais c'est un peu ça. Il y a des exceptions, évidemment, mais bon. Donc, deuxième problème majeur, c'est le problème de l'échelle. C'est le problème de l'échelle, et c'est un problème, alors absolument... c'est pas insurmontable, mais c'est un problème d'une difficulté extrême. Ce matin, nous discutions à l'Assemblée des conflits environnementaux, de leur durcissement et des moyens d'en sortir. Et on a parlé évidemment de Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'étais chargé de plancher sur le référendum. Je suis un ardent défenseur du référendum, mais le référendum tel qu'il va être organisé à Notre-Dame-des-Landes est un déni de démocratie. C'est-à-dire que le référendum, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Organiser le référendum en ne consultant que les gens du département de Loire-Atlantique est une insulte à la démocratie. Le faire dans une durée aussi courte, alors je me suis prononcé un petit peu moins brutalement ce matin, mais je le fais avec vous, dans une durée aussi courte, c'est-à-dire que là, la Commission nationale du débat public va élaborer un dossier contradictoire, ça très bien, mais qui va être disponible par voie électronique 15 jours avant le scrutin. Est-ce que c'est suffisant pour alimenter un débat réel ? Non, là on est dans la caricature absolue. Donc le périmètre de la délibération avec les citoyens, il est absolument capital, et il y a d'abord et avant tout une réflexion à avoir sur le bon périmètre. Alors, ça vaut pour les conseils de développement, parce que, bien évidemment, vous vous situez au juste périmètre de ce que devrait être la participation aujourd'hui à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle intercommunale. Il me semble que vous êtes un outil incroyablement précieux et beaucoup plus efficace pour faire de la participation que les conseils de quartier. Très clairement, dans les conseils de quartier, on discute à la fois avec des interlocuteurs qui n'ont plus la main sur les dossiers essentiels, et on discute d'enjeux absolument secondaires. Si on veut vraiment discuter de ce qu'est aujourd'hui l'action publique, on ne peut le faire qu'à l'échelle intercommunale. Et donc, je suis ravi que la loi NOTRe ait renforcé votre position. J'aurais été absolument stupéfait qu'elle ne le fasse pas, et je regrette à l'échelle, que ça ne soit pas allé beaucoup plus loin, à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle intercommunale. Donc là, il y a un vrai enjeu, mais évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire à l'échelle du quartier. Troisième problème, c'est le problème de l'instrumentalisation. Les élus ont tellement peur de la participation. Ils en ont une peur politique. Est-ce que ce sont mes adversaires qui vont s'en servir contre moi? Ils en ont une peur physique. C'est toujours désagréable d'être chahuté par des assemblées de citoyens en colère, ce qui arrive souvent. Ils en ont peur, donc le réflexe immédiat, c'est de contrôler. Et évidemment, d'après ce que j'ai compris de la problématique des conseils de développement, c'est un enjeu capital de confiance entre les principaux acteurs du Conseil de développement et les principaux élus. C'est-à-dire que les élus doivent être en confiance. Et évidemment,
pour être en confiance, il faut que le Conseil de développement ne soit pas trop critique, ne soit pas trop gênant, hein, bien évidemment. Il y a une juste distance qui est difficile à trouver. Parce que dès qu'effectivement un conseil de développement est trop encombrant, il est clair qu'il est très facile de lui couper les vivres. Hein, il est très facile. L'état actuel de la législation ne protège en aucun cas le conseil de développement de l'arbitraire des politiques. Donc ce risque d'instrumentalisation, il est réel, parce que effectivement, un dispositif participatif qui est verrouillé, qui ne fonctionne véritablement que sur des enjeux ou sur des projets qui ne mettent pas en danger la municipalité, perd évidemment tout crédit à l'égard des citoyens. Et à l'inverse, des dispositifs participatifs institutionnalisés qui gagnent en autonomie, qui deviennent plus insaisissables, plus incontrôlables, reçoivent en général un retour de bâton très violent de la part des élus. Donc vous êtes dans cette double contrainte là, dans ce double bind, qui évidemment rend les conseils de développement extrêmement difficiles à animer et à faire exister politiquement. Quatrième problème, c'est le lien avec la décision. Hein, je n'ai cessé de vous dire que ce lien a été infiniment trop ténu pour démontrer aux citoyens qu'ils avaient raison de se mobiliser, pour que finalement ces dispositifs soient crédibles. Et il est clair que tant qu'il n'y aura pas d'effet plus significatif sur la décision, la démocratie participative ne pourra pas véritablement s'épanouir. Alors, Dominique m'avait... Alors, quelquefois, ça marche quand même. Hein. Je ne veux pas non plus vous renvoyer comme ça dans un état de prostration et de désespérance trop avancé. Il y a des exceptions, évidemment. Hein. C'est la magie du social de provoquer, finalement, des contradictions. Bon, il y a des démarches qui produisent des effets. Il y a des changements issus de l'usage de ces démarches sur les acteurs. Si on travaille sur la démocratie participative, c'est parce que, je crois, pour la plupart d'entre nous, on a la conviction que des démarches vertueuses peuvent produire des citoyens qui le soient un peu plus. C'est-à-dire que, finalement, on ne se condamne pas à constater qu'il n'y a pas de maturité démocratique dans un pays, qu'il n'y a pas de culture du dialogue, qu'il n'y a pas de culture de la participation, toute chose vraie en France, ni culture du dialogue, ni culture de la participation, ni respect de l'autre, pas de respect de l'autre, hein, j'y reviendrai, ni véritable égalité sociale, etc. C'est ça, hein, l'héritage culturel qui est le nôtre. Et en même temps, si on investit dans ces formes démocratiques, c'est justement parce qu'on fait l'hypothèse que leur usage, comme le suffrage universel l'a fait en son temps, peut transformer les acteurs, peut exercer des contraintes sur ceux qui voudraient exercer de manière trop arbitraire leur force, et que les citoyens en fassent l'apprentissage pour pouvoir, à leur tour, s'ériger en interlocuteur valable des autorités. Donc vous avez ce pari qui est fait, et il y a des villes, il y a des départements, il y a on peut même dire, il y a des pays, la Suisse par exemple, qui ont été suffisamment travaillés depuis longtemps, qui se sont suffisamment habitués, acculturés à ces contraintes, à ces démarches, pour qu'aujourd'hui on puisse dire qu'elles ont avancé sur le plan démocratique. Donc ça n'est pas inéluctable. Moi je parie par exemple sur l'intérêt, l'utilité d'un dispositif comme le budget participatif, même s'il est utilisé très prudemment par une ville comme Paris. Je parie sur la multiplication des espaces de dialogue, sur la formation des différents acteurs, bon, etc. Donc c'est toute une série de paris. Et puis il y a des critères qu'il faut respecter. Il y a des critères de moyens. Il faut quand même s'en donner les moyens. Il n'est pas possible, comme on le fait aujourd'hui, de faire de la participation avec aucun financement, avec rien. C'est-à-dire que, grosso modo, on envoie des services civiques ou des stagiaires organiser des choses. Bon, c'est absolument déraisonnable.
de ne pas se donner les moyens. Il faut se donner une certaine forme d'intelligence procédurale, c'est-à-dire recourir à des dispositifs qui fonctionnent. Je pense que le numérique aujourd'hui a considérablement changé la donne. J'y reviendrai peut-être. Il y a aujourd'hui des applications numériques qui peuvent faire avancer considérablement dans le dialogue avec les citoyens. Il faut donc faire attention aux faibles. Il faut, etc. Alors, je terminerai quand même par dire, et ce sera ma deuxième partie, mais elle sera beaucoup plus courte, en une dizaine de minutes, pour pas vraiment vous assommer. Je voudrais dire que cette question de la démocratie participative, elle est importante. Mais la question qui nous est tous posée est de savoir si elle est à la hauteur de ce que sont aujourd'hui les défis auxquels les démocraties sont confrontées. Alors, je vous rappelle très simplement qu'aujourd'hui, nous assistons à un processus d'effondrement des institutions de la démocratie représentative. Effondrement plus ou moins spectaculaire, mais c'est quand même... les symptômes sont suffisamment clairs pour être observés. C'est-à-dire prise de pouvoir des acteurs économiques, de la sphère économique, des logiques qu'elle porte, des intérêts qu'elle porte sur la sphère politique. Aujourd'hui, nous avons des représentants qui sont sous influence, qui n'ont plus, qui ne veulent plus avoir de possibilité de contrôler une partie de la société et sont dans l'impuissance, dans une forme d'impuissance autoritaire. J'aime bien cette expression. Dans une forme d'impuissance autoritaire. C'est une philosophe avec qui je discutais dans un colloque qui a utilisé ce terme. C'est assez vrai. Une forme d'impuissance autoritaire, c'est-à-dire de renoncement ou d'impossibilité de réguler l'économie, ce qui est quand même capital en France, du fait de problèmes d'échelle, de puissance respective des acteurs, de difficultés liées à l'endettement, etc. Bon, ils sont pris dans un carcan, impuissance, et puis ils sont de plus en plus autoritaires sur d'autres dossiers. C'est-à-dire soit pour transformer la société à marche forcée pour qu'elle devienne conforme à ce que désirent les principaux pouvoirs économiques, c'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, on utilise effectivement des moyens répressifs importants pour obliger les citoyens à accepter finalement des formes de dérégulation, de relations économiques qui sont toutes toujours favorables au pouvoir économique. Donc nous avons un mélange de répression évidemment qui est accentuée par la contestation, une spirale, un double processus d'exaspération. Les citoyens sont de plus en plus exaspérés, mais vous avez des gouvernements, y compris le gouvernement français, qui recourent de plus en plus à un discours de type guerrier, c'est-à-dire avec une brutalité extrême pour réprimer cette contestation. Alors on a par exemple des formes très caricaturales. Vous avez par exemple un penseur organique du système politique comme François-Olivier Gisbert qui compare Daesh à la CGT. Si vous commencez ou les zadistes à des terroristes, quand vous commencez à faire ça, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une logique guerrière. Et le niveau de répression, alors qui n'est évidemment pas répercuté par les médias des pouvoirs aujourd'hui, n'a jamais été aussi fort. Leur capacité de surveillance, de criminalisation de la contestation n'a jamais été aussi forte. Donc nous avons menace pour la démocratie qui vient de cela, de cette spirale infernale de l'autoritarisme. Et puis vous avez des menaces contre la démocratie qui viennent de la montée en puissance de l'extrême droite, dans toutes les sociétés occidentales, qui prospèrent sur l'inefficacité ou le renoncement des pouvoirs politiques et qui prospèrent largement sur le fait que les représentants ne portent plus, ne représentent plus certaines catégories de la société, ont renoncé à le faire. Donc vous avez des menaces réelles sur la démocratie. Et du côté des citoyens, vous avez un double processus qui s'opère. Un processus d'accablement, de montée de l'indifférence qui fait qu'ils ne vont plus voter. À quoi ça sert finalement? Parce que de toute façon, que l'on vote pour un tel ou un tel, au regard de l'offre qui nous est proposée et de la manière dont le système contraint cette offre, que ce soit Hollande ou la
la droite, c'est la même chose, c'est la même politique. De toute façon, on aura toujours la même politique. L'épisode du référendum de 2005 a montré que ça ne changeait rien. De toute façon, l'épisode de Tsipras, Syriza a bien montré que le pouvoir politique aujourd'hui relevait de l'illusion générale et que les verrous étaient tels au niveau de l'Union européenne, au niveau de la dette, au niveau de la capacité de chantage des grandes entreprises multinationales, au niveau de la puissance de contrôle des grands opérateurs du numérique, le politique finalement tournait à vide. Hein. Donc vous avez un réflexe d'indifférence qui se traduit par une montée de l'abstention. Et puis vous avez à l'inverse une montée de la contestation, donc contestation d'extrême droite, contestation à l'inverse de type zadiste, de type nuit debout, de rejet du principe même de la représentation, c'est-à-dire d'un refus des institutions et d'un rejet de la représentation. Bon. Et face à cela, vous avez par ailleurs, et c'est pour ça que la démocratie participative institutionnalisée que vous représentez est contrainte aujourd'hui, à mon avis, de se positionner par rapport à cela. Il y a une montée en puissance d'idées, de démarches, d'acteurs qui prônent des formes de démocratie sauvage, des formes de démocratie, d'innovation démocratique, qui pour l'instant n'ont strictement rien à voir avec la démocratie participative institutionnalisée. Alors, ça s'observe à travers une multiplication de propositions qui vont de ces mouvements de place de type Nuit debout jusque à des applications numériques. Moi, je suis beaucoup l'évolution de ce que l'on appelle aujourd'hui les civic tech, c'est-à-dire des applications numériques qui, aujourd'hui, ont des réponses à quasiment toutes les questions les plus compliquées qui sont posées aux démocraties représentatives. Vous avez, à travers le numérique, et sans verser dans une forme de naïveté ou de comment dire, croyance béate dans la force de la technique, vous avez des applications numériques qui sont potentiellement incroyablement puissantes. Pour permettre le dialogue entre citoyens et élus, pour permettre la délibération horizontale entre citoyens, pour regrouper des citoyens autour d'un certain nombre de projets, des applications qui ont potentiellement la possibilité d'ubériser la politique, comme l'économie a été ubérisée. Et les porteurs de ces initiatives le savent. C'est tout à fait stupéfiant, ils le savent. Pour l'instant, ça ne prend pas la même ampleur ou la même dimension, mais rien ne dit que nous n'y arriverons pas. Il faut voir, par exemple, des mouvements comme la primaire.org, comme Ma Voix, comme Démocratie OS, voir ce que peut produire la blockchain dans le domaine politique. Il y a des gens qui essayent d'utiliser cette technique dans le domaine politique. Tout ça, potentiellement, est révolutionnaire. Et c'est assez stupéfiant de voir à quelle vitesse finalement, ces applications s'améliorent, résolvent des problèmes aussi anciens que la démocratie. Innovation, des principes aujourd'hui sont portés par ces innovations et par ces acteurs, par ces collectifs, aussi différents, je vous le disais, que Saillant ou Démocratie OS, le parti du réseau argentin et en fait ses filiales, ou le parti pirate par exemple, des choses extrêmement différentes. Ces principes, c'est les principes d'horizontalité, horizontalité radicale, affirmation radicale de l'horizontalité, donc refus de la représentation, un refus non moins radical de toute forme de représentation. Deuxième principe de la contribution, c'est-à-dire qu'en fait, l'autorité des membres de ces collectifs ou des participants à cette expérience résulte exclusivement de leur contribution et en aucun cas de leur statut, de ce qu'ils sont, ce qui va totalement à l'encontre des logiques classiques de nos démocraties représentatives. Un principe de bienveillance. N'oublions pas que tous ces gens essayent de cultiver l'empathie, la bienveillance, la coopération, la collaboration, dans un système partisan qui est fondé au contraire sur l'affrontement, sur la distinction, sur la volonté d'écraser l'autre. Transparence aussi, une transparence qui est poussée jusqu'à l'extrême, qui est demandée mais qui est aussi appliquée. Alors tout ça se fait avec beaucoup de douleur. Moi, j'ai beaucoup participé à Nuit debout, observé. Ça renvoie à, un fonctionnement incroyablement complexe,
avec nécessité de maintenir cette égalité artificielle entre les individus, de prévenir toute forme d'instrumentalisation, de leadership, qui produit évidemment, qui conduit à des sacrifices. Hein, c'est-à-dire que, notamment pour un mouvement comme Nuit debout, à l'impossibilité, quoi, très concrète, très pratique, de déboucher à court ou à moyen terme, soit sur un programme, soit sur un mouvement qui puisse répondre à une ligne, même si elle était polyphonique, cette ligne, ils en sont infiniment trop loin. Hein, bon. Et donc, il y a effectivement une déperdition hein, de capacité d'action. Hein, une déperdition, et puis voilà. Donc vous avez ça. Vous avez des lieux qui permettent ça. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire à des lieux physiques qui réunissent des compétences très différentes pour produire des solutions, des innovations, ou à des formes de réunion. Par exemple, le hackathon, c'est une chose qui permet, par exemple, pendant 2 jours, à des groupes de déboucher très concrètement dans les milieux du numérique. Ils vont très très vite et ils sont infiniment plus efficaces que nous. À des formes, des processus de décision, l'holacratie ou la sociocratie sont des processus de décision dans les organisations que vous connaissez peut-être ou pas, qui matérialisent cet idéal dans la décision. Et ce qui est frappant, c'est que tous ces mouvements recherche une qualité de processus et de débat démocratique qui est finalement une sorte de miroir inversé de la manière dont fonctionnent nos démocraties. Et ces mouvements nous rappellent une chose capitale, et je voudrais terminer là-dessus. C'est que la démocratie, ça n'est pas uniquement un système institutionnel, un régime, une manière de distribuer le pouvoir. La démocratie, c'est aussi, et c'est impératif, une forme de vie en société. Une manière d'être avec les autres, d'entrer en relation avec eux, et de les percevoir, de les penser. Or, nous sommes aujourd'hui dans une société qui, certes, peut-être, a des institutions qui s'apparentent à la démocratie. Elle en a une, le suffrage universel. C'est la seule. Et puis quelques conditions juridiques qui permettent, comme les libertés d'opinion ou d'expression, qui sont absolument pas négligeables, hein, puisqu'on risque de nous les prendre. Hein, elles sont en train de nous être petit à petit enlevées, ces 2 libertés. Mais bon, il y a ça. Mais, par ailleurs, nous avons une société qui n'est absolument pas démocratique. Une société dans laquelle les institutions principales qui constituent la société, j'ai parlé de l'école, on pourrait parler de l'entreprise. Les entreprises françaises sont parmi les moins démocratiques qui se puisse être dans... alors, je ne parle pas en généralité, il y a évidemment les scopes, il y a des exceptions, il y a des patrons démocrates, il y en a quelques-uns, mais l'entreprise, c'est le fait du prince chez nous. Hein, et les travailleurs sont dans une position de citoyens infériorisés, de producteurs infériorisés, auxquels on ne demande jamais véritablement leur avis sur la marche de l'entreprise. Vous regardez aussi nos institutions médicales, la manière dont on traite, et ça j'y reviens souvent, les faibles dans notre pays, dont on traite les fous, dont on traite les malades, dont on traite les enfants dans les écoles, dont on traite les prisonniers. Nos prisons sont des enfers sociaux, et tout est fait pour qu'ils le restent. Et nous avons des sociétés qui ne sont absolument pas démocratiques, avec aujourd'hui des enclaves, des milieux, des collectifs qui, eux, essayent de faire vivre une forme de vie démocratique, à la fois sur le plan de leur gouvernance, mais aussi sur le plan des relations les uns avec les autres. Alors on a des collectifs d'habitat partagé, de jardins partagés, de consommation participative, on a des collectifs autour de ces applications numériques qui proposent, mais de manière complètement disséminée, des formes de scénarios différents, des formes alternatives de vie politique. Et pour l'instant, le problème majeur que je vois, c'est la distance incroyable qui existe entre le monde de la démocratie participative institutionnalisée et ces initiatives qui se multiplient et sur lesquelles je pense qu'il faut parier. Voilà, merci.